Il y a un moment dans la journée où toutes nos conquêtes semblent insignifiantes. C'est toujours en fin d'après-midi, lorsque la lumière dorée pénètre par la fenêtre et illumine tout ce qui devrait nous rendre heureux. Le diplôme accroché au mur, les photos des endroits que nous avons visités, les objets que nous avons achetés à grand-peine. Tout est là, intact, témoignant de nos compétences, de nos progrès, de notre vie réussie. Et pourtant, quelque chose grince à l'intérieur. C'est une sensation étrange. Comme si nous portions un vêtement qui n'est pas le nôtre depuis si longtemps que nous avons oublié la sensation de notre propre peau. Comme si nous étions des acteurs jouant notre propre vie et que soudain, au milieu de la pièce, nous réalisions que nous ne nous souvenons plus qui nous étions avant de monter sur scène. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui devrait être là et qui n'y est pas. Ou qui est là et qui ne devrait pas y être. Nous nous regardons dans le miroir et nous voyons quelqu'un que nous reconnaissons mais que nous ne ressentons pas. Nous consultons les réseaux sociaux et voyons notre vie racontée dans des stories parfaites, mais à l'intérieur, il y a un écho creux, comme si nous crions dans une cathédrale vide. Nous avons tout ce que nous avons toujours voulu avoir. Nous faisons tout ce dont nous avons toujours rêvé. Et pourtant, il y a un vide qui grandit proportionnellement à notre succès. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de l'ingratitude, ce n'est pas le syndrome de l'imposteur ou tout autre terme que la psychologie populaire propose comme pansement. C'est quelque chose de plus profond et de plus effrayant. C'est le soupçon que le problème n'est peut-être pas d'avoir peu, mais d'avoir obtenu exactement ce que nous voulions. Et si le vide n'était pas un bug, mais une fonctionnalité? Et si ce sentiment de décalage n'était pas un écart par rapport au chemin tracé, mais la destination inévitable de ceux qui ont suivi la carte que la civilisation nous a donnée? Il y a un philosophe qui a compris cela 300 ans avant nous. Quelqu'un qui a regardé le progrès humain et a dit « Attendez, et si tout cela était une erreur ?» Quelqu'un qui a vu dans la civilisation non pas la solution, mais le problème lui-même. Jean-Jacques Rousseau savait que notre souffrance ne vient pas de ce qui nous manque, mais de ce que nous avons gagné. Et il est peut-être temps de découvrir ce que nous avons perdu en chemin. Rousseau a commencé par poser une question que personne n'osait poser. Et si l'être humain n'était pas né corrompu? Et si en réalité c'était nous qui nous étions corrompus en chemin? C'était en 1750 et toute l'Europe célébrait les lumières de la raison, le progrès des arts, le raffinement des mœurs. Paris bouillonnait de salons littéraires, de découvertes scientifiques, de révolutions dans la pensée. C'était le siècle des Lumières, et tout le monde se sentait très éclairé. Rousseau regardait tout cela et avait la nausée. Ce n'était pas de la misanthropie, c'était bien pire, c'était de la lucidité. Il voyait des hommes et des femmes se comporter comme des personnages de théâtre, même lorsqu'ils étaient seuls. Il voyait des gens qui ne savaient plus ce qu'ils désiraient vraiment, parce qu'ils avaient appris à ne désirer que ce qu'il convenait de désirer. Il voyait toute une société courir après des objectifs que d'autres avaient définis pour elle, rivaliser pour des récompenses que d'autres avaient créées, mesurer sa valeur à l'aide de règles que d'autres avaient établies. Et alors Rousseau fit quelque chose de révolutionnaire. Il imagina ce qu'était un être humain avant tout cela. Pas un sauvage au sens péjoratif du terme, pas un primitif ignorant, mais un être humain à l'état naturel, avant que la société ne lui apprenne qui il devait être, avant que la comparaison constante n'empoisonne sa relation avec lui-même. Avant que la peur du jugement ne devienne plus forte que la voix intérieure. Cet être humain naturel n'était ni bon ni mauvais. Il était simplement authentique. Il agissait par instinct, non par calcul. Il avait faim et cherchait de la nourriture. Il avait sommeil et dormait. Il ressentait du désir et cherchait de la compagnie. Son existence n'était pas recouverte de cette couche de névrose que nous appelons civilisation. Et surtout, il ne souffrait pas de comparaison. Il ne regardait pas les autres et ne se sentait ni inférieur ni supérieur. Il ne mesurait pas sa valeur à ce qu'il possédait ou ne possédait pas. Il ne portait pas le fardeau de devoir constamment prouver qu'il méritait d'exister. Rousseau appelait cela l'état de nature, mais il ne parlait pas d'une époque historique spécifique. Il parlait d'une dimension de l'expérience humaine que nous avons tous connue et perdue. Des moments où nous étions simplement nous-mêmes, sans masque, sans performance, sans peur. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes senti complètement à l'aise, sans chercher à prouver votre compétence, sans chercher à prouver votre valeur, sans calculer les impressions que vous donniez, juste en étant. C'était probablement un moment privé, peut-être seul dans la nature ou lors d'une conversation intime où toutes vos défenses sont tombées pendant quelques minutes. Cette sensation est un aperçu de ce que Rousseau appelait l'état naturel. Et la raison pour laquelle elle est si rare, si précieuse et si fugace est que nous avons construit toute une civilisation dédiée à nous en séparer. Chaque jour qui passe, nous ajoutons de nouvelles couches entre nous et notre nature originelle. Plus de règles sociales, plus d'attentes, plus de bonnes façons d'être, de ressentir et d'exister. Et à chaque couche, le vide grandit. Car sous tout cela,
Il y a encore une partie de nous qui se souvient de ce que c'était d'être réel. Et cette partie est en train d'étouffer. Rousseau savait exactement quand tout a déraillé. C'est au moment où quelqu'un a regardé un morceau de terre et a dit « c'est à moi ». Ce n'était pas le premier mot, ce n'était pas le premier outil, ce n'était même pas la première guerre, c'était la première clôture. Le premier « à moi » qui a séparé le monde entre ce qui appartient et ce qui est refusé, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, entre ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. Imaginez cette scène primitive. Un groupe d'êtres humains marche librement dans un paysage sans frontières. Ils récoltent, chassent, s'abritent là où la nature leur offre une protection. Il n'y a pas de propriétaire, pas de démunis. Personne ne compare la taille de sa caverne à celle de son voisin. Personne ne travaille 40 ans pour payer l'hypothèque d'une vie qui ne sera peut-être jamais vécue. Et puis, à un moment qui a tout changé pour toujours, quelqu'un a planté un pieu dans le sol et a dit « D'ici à là, c'est à moi ». Le plus étonnant n'est pas que cette personne ait eu l'audace de faire cela. Le plus étonnant, c'est que les autres l'aient cru, qu'ils aient accepté qu'une ligne invisible puisse transformer la terre en propriété, l'abondance en pénurie, la fraternité en compétition. Comme si un mot magique avait le pouvoir de réécrire la réalité, de transformer ce qui était commun en exclusif, ce qui était libre en captif. C'est là qu'est né ce que Rousseau a appelé le premier fondement de l'inégalité entre les hommes. Pas une inégalité naturelle, certains étant plus forts ou plus rapides, mais une inégalité artificielle, inventée, qui a créé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité 2 catégories de personnes, ceux qui ont et ceux qui veulent avoir. Et remarquez comme c'est intéressant. Avant cette première clôture, l'envie n'existait pas. Comment peut-on envier quelque chose que personne ne possède? Comment peut-on se sentir inférieur parce qu'on n'a pas quelque chose qui est simplement accessible à tous? L'envie ne naît que lorsqu'il y a propriété. Le désir d'être autre n'apparaît que lorsqu'il y a comparaison. La souffrance de ne pas avoir n'existe que lorsque quelqu'un a décidé qu'il était possible d'avoir. Rousseau a vu que la propriété privée n'était pas seulement une façon d'organiser les ressources, c'était une façon d'organiser les âmes. Car dès l'instant où je peux avoir plus que vous, notre relation cesse d'être entre égaux et devient une relation entre concurrents. Et les concurrents ne peuvent pas être authentiques les uns avec les autres. Les concurrents vivent derrière des masques. Si vous prenez le temps d'y prêter attention, et je vous en prie, faites-le, vous remarquerez comment cela fonctionne dans votre vie quotidienne. Comme il est difficile d'avoir une conversation sincère lorsqu'il y a une lutte silencieuse pour le statut. Comme il est impossible de se détendre complètement lorsqu'il y a toujours quelqu'un qui peut avoir plus, en savoir plus, être plus que vous. Comment chaque rencontre sociale devient une évaluation déguisée de qui gagne dans la vie. La propriété n'a pas seulement apporté des biens matériels, elle a apporté une anxiété ontologique. Le sentiment permanent que vous n'êtes peut-être pas à la hauteur, que vous devez prouver votre valeur, que votre existence dépend de l'accumulation de preuves que vous méritez d'exister. Elle a apporté la névrose de devoir constamment justifier pourquoi vous occupez l'espace que vous occupez, pourquoi vous consommez ce que vous consommez, pourquoi vous méritez ce que vous avez. Et le plus cruel, elle a apporté l'illusion que la solution au vide est d'avoir plus. Que si vous obtenez la prochaine promotion, le prochain achat, la prochaine reconnaissance, le sentiment d'inadéquation disparaîtra. Que le problème n'est pas le système de comparaison en soi, mais seulement votre position actuelle à l'intérieur de celui-ci. Comme s'il était possible de gagner un jeu dont les règles garantissent qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura plus. Rousseau savait que c'était un mensonge. Non pas parce qu'il était contre le progrès ou la civilisation par principe, mais parce qu'il comprenait qu'un système basé sur la comparaison constante ne peut produire une satisfaction permanente. Il peut produire des victoires temporaires, des pics de dopamine, des moments de soulagement, mais il ne peut produire la paix, parce que la paix nécessite l'absence du besoin de prouver constamment quelque chose. Car dans un monde où tout est à moi ou à toi, où chaque relation est régie par la question silencieuse « qui a le plus ?», l'authenticité devient impossible. Comment montrer sa vulnérabilité à quelqu'un qui pourrait utiliser cette information contre vous lors de la prochaine dispute? Comment être spontané dans une société où chaque geste est calculé pour impressionner ou rivaliser? Et ainsi, nous n'avons pas seulement encerclé la terre, nous nous entourons nous-mêmes. Nous créons des propriétés internes, mon image, ma carrière, mon identité, ma valeur. Et nous passons toute notre vie à défendre ces clôtures imaginaires, en oubliant que c'est nous qui les avons construites. Nous vivons comme les gardiens d'une prison que nous avons nous-mêmes conçue. Le plus tragique, c'est qu'il y a encore, en chacun de nous, quelqu'un qui se souvient de ce qu'était la vie avant la première clôture. Quelqu'un qui sait ce que c'est que d'exister sans avoir à prouver qu'on mérite d'exister. Cette personne est là, étouffée, mais vivante. Elle attend qu'un jour, nous arrêtions de construire des murs et que nous nous souvenions comment c'était de marcher librement. Et c'est peut-être elle qui souffre le plus
lorsque nous regardons autour de nous et que nous voyons que nous avons tout, mais que nous ne sommes rien. La tragédie ne s'arrête pas à la propriété. En fait, elle ne fait que commencer. Car après avoir inventé le mien et le tien, nous avons dû apprendre à nos enfants à vivre dans ce monde artificiel. C'est ainsi qu'est née une chose que Rousseau considérait comme encore plus violente que la clôture, l'éducation. Non pas l'éducation comme apprentissage, mais l'éducation comme déformation. Rousseau a observé quelque chose qui devrait nous empêcher de dormir. Nous prenons des enfants qui naissent naturellement curieux, spontanés, authentiques, et nous passons des années à leur apprendre à ne pas être eux-mêmes. Nous appelons cela les préparer à la vie. En réalité, nous les préparons à la mort de ce qu'ils sont vraiment. Regardez un petit enfant. Il ne fait pas semblant d'aimer ce qu'il n'aime pas. Il ne sourit pas quand il est triste. Il ne parle pas quand il n'a rien à dire. Il ne fait pas semblant d'être intelligent quand il ne comprend pas. Il est simplement. Il existe dans une relation directe avec le monde, sans médiation, sans calcul, sans crainte du jugement. Sa colère est pure, sa joie est totale, sa curiosité est authentique. Maintenant, observez ce même enfant après quelques années d'éducation. Voyez comment il apprend à donner les réponses que les adultes veulent entendre, même lorsqu'il n'y croit pas. Comment il développe la capacité de cacher ses vrais sentiments sous des sourires appropriés. Comment il découvre que la spontanéité est punie et que la conformité est récompensée. Comment elle apprend qu'il existe une version correcte d'elle-même qui plaît et une version incorrecte qui dérange. Rousseau a écrit tout un livre à ce sujet, Émile, qui est au fond un cri d'horreur déguisé en traité pédagogique. Il a imaginé ce que serait l'éducation d'un enfant sans le corrompre, sans la forcer à être ce qu'elle n'est pas, sans détruire sa nature au nom de la préparer à la société. C'était une expérience mentale désespérée. Serait-il encore possible de préserver l'authenticité humaine au sein de la civilisation ? Et il est arrivé à la conclusion la plus troublante qui soit. C'est presque impossible, parce que nous vivons dans une société qui ne fonctionne qu'avec des personnes déformées. Une société qui a besoin d'individus prêts à rivaliser, à performer, à réprimer leurs instincts naturels au nom de ce que nous appelons la civilisation. Une société qui a besoin de gens prêts à accepter de travailler 40 ans dans un métier qu'ils détestent pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin afin d'impressionner des gens qu'ils ne connaissent pas. Pensez à votre propre éducation. Pas seulement l'éducation formelle, mais toute l'éducation informelle que vous avez reçue simplement en grandissant parmi les humains. Combien de fois vous a-t-on enseigné que vos sentiments spontanés étaient mauvais? Combien de fois avez-vous appris qu'il y avait une bonne façon d'être qui n'avait rien à voir avec qui vous étiez naturellement? On vous a enseigné que pleurer était un signe de faiblesse, que remettre en question était un manque de respect, que la spontanéité était de l'immaturité, que l'authenticité était une inadéquation sociale, qu'aimer était de la dépendance, que faire confiance était de la naïveté, qu'être direct était un manque d'éducation, que vos pulsions naturelles étaient inappropriées et que vous deviez apprendre à vous contrôler, comme si vous contrôler signifiait vous nier. Couche après couche, année après année, vous avez appris à construire une personnalité acceptable par-dessus votre vraie personnalité. Et cela a été appelé croissance, maturité, développement, comme si mûrir était synonyme de se trahir. Comme si être adulte signifiait avoir complètement perdu le contact avec qui vous étiez avant de savoir que vous deviez être quelqu'un. Rousseau savait que ce n'était pas du développement, c'était une amputation. Nous coupions des parties vivantes de nous-mêmes pour nous adapter à des formes créées par d'autres. Et la partie coupée ne disparaît pas. Elle reste là, enfouie, douloureuse, nous rappelant constamment qui nous aurions pu être. C'est pourquoi parfois, au milieu d'une réunion importante, vous ressentez une nostalgie inexplicable. C'est la partie amputée qui vous rappelle qu'elle existe. Le plus cruel, c'est que nous le faisons avec amour. Des parents bien intentionnés élèvent des enfants bien intentionnés pour qu'ils réussissent dans une société qui exige le sacrifice de l'authenticité. Et nous appelons cela donner des chances, préparer l'avenir, apprendre à vivre. Comme si vivre était synonyme de s'adapter à un monde malade. Mais Rousseau posait la question fondamentale. Vivre comme qui? Si nous passons toute notre enfance à apprendre à ne pas être qui nous sommes, si nous passons toute notre adolescence à découvrir quel masque porter, si nous passons toute notre vie adulte à rivaliser avec d'autres masques, quand vivons-nous notre propre vie? Quand cessons-nous d'interpréter et commençons-nous à exister? Et si l'éducation, au lieu de nous libérer, nous a emprisonnés? Et si, au lieu de nous apprendre à penser, elle nous a seulement appris à répéter? Et si, au lieu de nous préparer à la vie, elle nous a préparés à une vie qui n'est pas la nôtre? Et si nous avons passé des décennies à essayer de réussir dans une existence que nous n'avons jamais choisie? Le plus effrayant, c'est que cette déformation est si subtile, si progressive, si bien intentionnée, que la plupart d'entre nous ne se rendent même pas compte qu'elle s'est produite. Nous nous réveillons à 30, 40, 50 ans.
Nous nous regardons dans le miroir et nous ne reconnaissons pas la personne qui s'y trouve. Non pas parce que nous avons changé, mais parce que nous n'avons jamais découvert qui nous étions avant de nous apprendre à être qui nous devions être. Et puis vient la question que Rousseau n'a pas posée, mais qui résonne dans chaque page qu'il a écrite. Est-il encore temps de revenir en arrière? Y a-t-il encore une partie de nous qui n'a pas été éduquée à ne pas exister? Ou est-il déjà trop tard pour retrouver qui nous étions avant d'apprendre à être qui nous ne sommes pas? Et nous arrivons alors au point le plus douloureux de l'analyse de Rousseau. Après avoir compris que nous avons perdu notre nature authentique, que la propriété nous a transformés en concurrents perpétuels, que l'éducation nous a déformés depuis l'enfance, la question inévitable se pose: que faire maintenant? Rousseau savait que nous ne pouvons pas simplement revenir à l'état de nature. Il n'y a pas de retour en arrière possible. La clôture a déjà été construite, la propriété a déjà été inventée, l'éducation nous a déjà façonnés. Nous sommes trop civilisés pour être sauvages, mais trop sauvages pour être véritablement civilisés. Nous sommes pris au piège dans une zone intermédiaire, porteur du souvenir de ce que nous avons été et de l'impossibilité de le redevenir. C'est là qu'il a eu son idée la plus ambitieuse et la plus tragique, le contrat social. Si nous ne pouvons pas être naturels, peut-être pouvons-nous être libres d'une manière différente. Si nous devons vivre en société, peut-être pouvons-nous construire une société qui préserve notre liberté essentielle, une civilisation qui ne nous oblige pas à nous trahir pour exister. Imaginez une société où chaque personne accepte de renoncer à une partie de sa liberté individuelle en échange d'une plus grande liberté collective, où les lois ne sont pas imposées d'en haut, mais émergent de la volonté générale, où personne n'obéit à un autre être humain, mais où tous obéissent à des règles qu'ils ont eux-mêmes créées, où l'autorité ne vient pas de la force ou de la tradition, mais du consentement sincère de toutes les personnes concernées. C'est une idée magnifique et complètement impossible, car elle suppose que des personnes déformées par la civilisation puissent soudainement se comporter comme si elles n'étaient pas déformées, que des individus éduqués à la compétition puissent soudainement coopérer de manière authentique, que des êtres humains habitués à porter des masques puissent soudainement être authentiques les uns avec les autres. Rousseau le savait. C'est pourquoi Le Contrat social est, au fond, un livre mélancolique. Il décrit la société idéale tout en sachant qu'elle est inaccessible. C'est comme écrire le manuel d'une machine qui ne fonctionnera jamais, parce que les pièces dont nous disposons sont déjà cassées. Et nous touchons là au cœur de l'angoisse moderne. Nous savons ce que nous avons perdu. Nous savons que quelque chose ne va pas dans notre façon de vivre. Nous savons que la compétition constante nous rend malades, que la performance nous épuise, que le besoin de prouver constamment notre valeur nous vide. Mais nous savons aussi que nous ne pouvons pas simplement cesser de vivre dans ce monde. Nous ne pouvons pas renoncer à la civilisation sans renoncer à tout ce qu'elle nous a donné. Nous ne pouvons pas redevenir des enfants authentiques sans perdre la conscience qui nous permet de comprendre notre propre déformation. Nous ne pouvons pas être à la fois innocents et conscients, naturels et civilisés, libres et responsables. C'est pourquoi le vide persiste même lorsque nous avons tout. Parce que tout est toujours tout dans ce système qui exige notre trahison constante. Même lorsque nous gagnons, nous perdons. Même lorsque nous obtenons ce que nous voulions, nous découvrons que nous le voulions avec une partie de nous-mêmes qui n'est plus réelle. Rousseau a vu que nous sommes une espèce en contradiction permanente avec elle-même. Nous avons créé la civilisation pour nous protéger de notre nature, mais notre nature est exactement ce que la civilisation détruit. Nous recherchons le bonheur par des moyens qui rendent le bonheur impossible. Nous poursuivons la liberté par des voies qui nous emprisonnent. Et c'est peut-être là la vérité la plus dure qu'il nous ait laissée. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de point d'arrivée où nous serons enfin libres, heureux et authentiques au sein de la civilisation. Il n'y a que la conscience de la contradiction, la clarté sur le prix que nous payons, la lucidité sur notre condition. Mais il y a quelque chose de puissant dans cette clarté. Car lorsque nous cessons de chercher la solution impossible, lorsque nous acceptons que nous sommes des êtres contradictoires vivant dans une situation impossible, quelque chose change. Pas la situation, elle reste la même, mais notre relation avec elle. Peut-être que la liberté que Rousseau recherchait ne réside pas dans la résolution de la contradiction, mais dans le fait de l'habiter consciemment. Peut-être que l'authenticité possible n'est pas celle de l'état de nature perdu, mais celle de ceux qui reconnaissent honnêtement leur propre déformation. Peut-être que la seule façon d'être authentique dans une société artificielle est d'admettre, sans faux semblant, que nous sommes artificiels. Et peut-être, juste peut-être, que cette admission soit le premier pas pour trouver, dans la prison de la civilisation, de petits espaces où nous pouvons encore respirer comme des êtres humains, pas comme la personne que nous devrions être, pas comme la personne que les autres attendent que nous soyons, mais comme la personne contradictoire, déformée et consciente que nous sommes réellement. Car en fin de compte, la seule révolution possible est la plus silencieuse de toutes,
Cessez de prétendre que nous ne savons pas qui nous sommes. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Écrivez-le dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un pas de plus que la plupart des gens. Vous regardez les vidéos. Vous réfléchissez à chaque idée. Maintenant, la question est, jusqu'où voulez-vous aller? Si vous voulez passer à l'étape suivante et appliquer réellement ces connaissances dans votre vie, les codes du lapin blanc sont faits pour vous. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. N'oubliez pas, le succès est une décision. Le choix vous appartient. Comptez sur moi et suivez le lapin blanc.